Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Dantigny, fondateur de Québec GPT, une entreprise qui révolutionne le secteur des PME grâce à l'intelligence artificielle. Charles, merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui et bienvenue. Ben écoute, ça fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui sur ton podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a mené à fonder Québec GPT? Ouais, écoute, mon parcours, tu sais, pas étudié j'ai pas étudié en informatique, j'ai étudié en économie, puis à la maîtrise, en fait, je me suis vraiment intéressé à l'analyse de données, à l'économétrie, et par la bande, je voulais faire plus de cours, je voulais apprendre à être un meilleur programmeur parce qu'on faisait beaucoup d'analyse de données, fait que je suivais des cours sur R, sur Python et tout ça, et je suis comme tombé, en fait, sur ce qu'on appelait dans le temps le machine learning, qui était très très proche de l'économétrie. Donc, c'était le but de faire des modèles prédictifs. Donc, je suis un peu tombé en amour avec ça. Et quand tu gradues d'une maîtrise en économie, ben, tu peux soit aller travailler au gouvernement, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas tant d'autres choix, ou il y avait le choix de devenir data scientist. Donc, c'est le chemin que j'ai voulu prendre. Puis j'ai eu la chance après ça de travailler dans une firme, une PME au Québec qui avait des projets de prédiction avec qui j'ai pu faire des super beaux projets avec eux. Donc j'ai travaillé 2 ans là et rapidement après ça j'ai voulu me partir à mon compte. La petite histoire en fait c'est que la firme a été achetée par une grande firme américaine et eux me donnaient un package de rétention. Donc, pour que je reste, au début, en fait, mon boss il arrive, il me dit OK, on va t'acheter, t'as un package. Je pensais que j'allais pouvoir aller sur la plage pendant des mois avec une somme d'argent. Finalement, non, il voulait me garder absolument, donc il me donnait un package si je restais 2 ans. C'était un gros package en action et tout ça. Et là, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais me partir à mon compte, devenir consultant et tout ça. Fait que je me suis dit, OK, s'ils sont prêts à me donner un package pour me garder, ils sont sûrement prêts à m'engager comme consultant à la place. Fait que j'ai fait mon gros bluff. Je leur ai dit, OK, je m'en vais. Ciao, je prendrai pas le package finalement. Mais si jamais vous voulez me garder, vous pouvez me prendre comme consultant. Il y a eu, puis au début, il me disait, la firme américaine était comme, non, on peut pas, on fera jamais ça, ça marche pas de même, non, non. Et finalement, ben, j'ai réussi à avoir mon premier contrat comme ça de consultation et j'ai parti dans le temps l'entreprise qui s'appelait Fluxion Conseil. J'ai roulé ça pendant, c'est la même entreprise que j'ai aujourd'hui, on a rebrandé, mais grosso modo, on faisait du développement. On faisait n'importe quoi, honnêtement. Là. On faisait ce qui passait en analyse de données. Je voulais faire du machine learning avec les PME québécoises, mais honnêtement, en 2019, personne n'avait l'infrastructure, les données, tout ça pour faire ce genre de projet-là. Fait que j'ai plus travaillé avec des gens de la grosse firme pendant quelques années. Et pour en arriver justement aux sorties des modèles de langage. Donc, c'est pré-ChatGPT, j'avais commencé beaucoup à jouer avec l'API d'OpenAI et tout ça. Quitte à faire même des projets, en fait, je réalisais que, tu sais, il y avait même au tout début, là, juste avec les modèles GPT-3, il y avait des use cases qui étaient extrêmement simples à faire avec ça, qui étaient complexes sinon. J'avais un client qui voulait qu'on analyse des factures. Puis dans ce temps-là, si tu voulais analyser des factures, puis c'était compliqué. J'avais peut-être, je sais pas, 4000 lignes de code pour faire ça. Puis finalement, avec l'API d'OpenAI, tu pouvais le faire genre je sais pas, 100 lignes de code ou peu importe. C'était vraiment magique. Fait que je tombais un peu en amour avec le processus et tout ça a mené au 1er avril 2023. Ouais, ça va faire 2 ans que j'ai sorti un chatbot en blague le 1er avril qui s'appelait KebGPT, qui était juste un chat qui parlait Keb. T'sais, dans le temps, le monde ne comprenait pas encore comment ça marchait parce que ça venait de sortir. J'avais juste mis un prompt puis qui disait plein d'informations. J'avais mis genre des variables random, genre qui roulaient. Là, à chaque fois que tu lui parlais, soit qu'elle allait parler de Céline Dion, soit qu'elle allait parler du Canadien, soit qu'elle allait parler de sirop d'érable, peu importe. Puis ça a été un semi-viral là, au Québec. Là. En une fin de semaine, j'avais eu genre 12 000 hits sur ce truc-là. Et je me suis fait interviewer par le Journal de Montréal. J'ai été invité au podcast de Bruno en tech. Fait qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Des gens sont venus me voir pour que je leur fasse pas ce produit-là parce que s'il servait à rien, mais ce genre de produit-là.
Puis comme j'ai eu beaucoup de bruit, puis j'avais des bons liens. En tout cas, j'ai rebrandé l'entreprise autour de cette marque-là parce que je voulais faire en fait aussi un genre de passage vers les LLM pour démarquer ce changement-là. Ça faisait comme 4-5 ans que je développais des modèles, je faisais des analyses de données. Fait que je voulais vraiment me nicher vers les LLM. Fait que j'ai rebrandé autour de ça et j'ai fait quelques projets un peu sur mesure jusqu'à temps de réaliser que j'allais pas encore être capable d'aider la PME au Québec tant que j'allais pas avoir un produit parce que honnêtement, tout développement sur mesure, ça coûte cher. Sur le coup, ça coûte cher en maintenance et tout ça. Donc, on a lancé Capture, qui est un chatbot de capture de leads pour les sites web de nos clients, qui est comme pour but en fait d'aider la PME à transformer davantage de visiteurs de leur site web en leads qualifiés, soit que c'est un meeting de booking, soit que c'est un achat, en tout cas. Peu importe leur objectif sur leur site, d'avoir un IA qui les aide à faire ça. Et tu sais, grosso modo, c'est une expérience à la ChatGPT. On utilise les LLM, puis on va les connecter avec leurs données, que ce soit juste de la donnée en général de leur business, des inventaires dynamiques, CRM, tout ça. Fait que on vient les accompagner dans ça. Puis aujourd'hui, on a eu depuis un an une cinquantaine de clients avec qui on a aidé pour ce produit-là. C'est trop cool. Donc là, pour l'instant, vous êtes un petit peu concentré, enfin, beaucoup concentré sur aider les PME. J'aimerais parler un peu plus de ça. Selon toi, c'est quoi le plus grand défi ou les plus grands défis auxquels les PME québécoises font face en matière d'IA aujourd'hui? Ouais, tu sais, en matière d'IA, en fait, je pense pas qu'ils ont de problème en matière d'IA, justement. Puis des fois, quand tu essaies de régler ce problème-là, c'est pas un réel problème. Ils ont des problèmes à trouver plus de clients, ils ont des problèmes d'opération habituellement. C'est les deux. Comme je dis souvent à l'interne ici, c'est que souvent on a trop de clients, puis souvent on n'en a pas assez. Puis c'est souvent ces deux problèmes-là. Et là, ils cherchent en fait la PME va chercher à utiliser de l'IA pour, c'est ça. Notre solution, c'est pour les aider à aller chercher plus de clients et après ça, à opérationnaliser tout ça et de l'autre côté pour les opérations. Mais grosso modo, pour le onboarding, c'est parce qu'ils ont souvent personne à l'interne qui ont ces connaissances-là. Donc, à la fois, ils sont pas habitués d'utiliser de la tech sur mesure. C'est pour ça que je suis un petit peu sorti de ça aussi. Donc, si jamais tu veux leur monter un gros process sur mesure, ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de projet-là qui est souvent plus gros qu'on pense. Là. Il faut souvent un Scrum ou un Project Manager pour juste cadrer tout ça. Puis ça va être des projets qui vont coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, le retour sur investissement, en fait, je pense que c'est surtout ça. Ils ont un problème puis ils ont l'impression qu'il faudrait le régler avec de l'IA, mais si ça va coûter 50 000 le régler, c'est peut-être probablement... il n'y aura pas de retour sur investissement. Là. Ça va peut-être fonctionner dans le sens... L'IA va être capable de le régler. Quoique, grâce justement aussi à l'IA générative, ça coûte de moins en moins cher. Faire une preuve de concept aujourd'hui, tu peux la faire avec ChatGPT. Mais si on revient à ta question de c'est quoi la problématique face à l'IA, je dirais qu'en général, c'est juste que les PME ont du mal à suivre, que ce soit la transformation numérique, que ce soit l'IA. Il y en a qui sont encore... papier, là, tu sais. Ils ont tous des problèmes un petit peu différents, mais le onboarding, faut que ça soit simple. Puis c'est pour ça aussi qu'au début, mon produit, honnêtement, je trouvais que c'était trop simple. J'étais genre, ça pourrait pas être un produit viable, c'est trop niaiseux, c'est un chat AI. Finalement, probablement, c'est pas si simple, parce qu'au final, quand tu veux le productorize, c'est plus compliqué que tu penses. Mais deuxièmement, pour bien du monde, c'est un gros... plus par rapport à ce qu'il y avait. Fait que je te dirais que c'est peut-être de savoir prioriser c'est quoi qui va avoir le plus gros retour, puis focuser là-dessus, pas partir sur genre je vais installer Firefly sur mes meetings, ça va tout régler mes problèmes. Puis là, t'arrives dans, je sais pas si dernièrement j'arrive dans plein de meetings, le monde a leur AI qui prend leurs notes, puis ils sont juste comme mets-le dehors, je suis tanné de Firefly ou whatever. En tout cas, il y a plein de solutions qui finalement ils règlent partiellement les problèmes, puis c'est pas magique, mais je te dirais que la PME, c'est assez vague aussi, là, fait que, ils ont plusieurs problèmes, mais c'est souvent qu'ils sont en retard. Là.
Et avec l'essor assez rapide justement de l'IA, où est-ce que tu vois le Québec se positionner sur la scène mondiale dans ce domaine-ci? Ouais, ben tu sais, c'est intéressant parce que v'là quelques années, on se vantait au Québec d'être le nec plus ultra de l'IA avec Element AI et juste ça, en fait. Il y avait pas mal juste ça. L'Université de Montréal qui avait de la bonne recherche. Euh, Puis force est d'admettre qu'on n'a pas été capable de faire passer cette recherche-là en produit. Là. Tu sais, Element AI était là pas mal en même temps qu'OpenAI. Ça aurait tellement été cool que ça soit le chat GPT, que ça soit pas une joke que je fasse sur Internet, mais que ça soit réellement le premier LLM qui sorte de Element AI à Montréal. Fait que tu sais, aujourd'hui, honnêtement, parce que le Québec a aucun. Il n'y a personne qui entraîne des modèles là, de zéro. Là. Fait que sur l'IA générative, on est clairement en retard. Et même sur l'IA en général, dans les entreprises, moi, ce que je vois, c'est juste beaucoup de retard. Donc, c'est pour ça que j'essaie de justement d'avoir des solutions un peu plus clés en main pour donner de la vitesse, faire un premier projet, les faire comprendre comment ça peut les aider parce que il faut qu'on reprenne notre retard. Puis je sais pas si on n'est pas déjà trop en retard sur le côté modèle, disons, modèle de base. Là. Peut-être qu'on devrait plus switch vers tout ce qui est open source puis pousser vers ça parce que la réalité, c'est qu'on va probablement pas. On a déjà peut-être manqué le bateau. Là. Récemment, il y a eu une annonce du président français Emmanuel Macron qui aurait 200 milliards d'euros investis par l'Union européenne dans l'IA. Comment est-ce que le Québec il pourrait, selon toi, renforcer sa compétitivité justement et son attractivité envers les talents et les entreprises? Ouais. Ben c'est ça, tu sais, considérant que les États-Unis, que l'Union européenne, puis que la Chine qui se bat déjà sur, disons, le layer en bon français des modèles de base, on devrait peut-être regarder à d'autres couches de comment l'IA peut aider. Peut-être que c'est en dessous, parce que on a de la bonne électricité pas chère, peut-être qu'on est capable d'attirer des entreprises grâce à ça. Puis sinon, c'est peut-être en haut au niveau des applications, de l'applicatif, parce que entre le modèle et ce qui va être dans 5-10 ans, les modèles de base, ça va être un peu commodité selon certains. Là. Donc, est-ce que les gains. Est-ce qu'on va être capable de genre compétitionner en créant un autre nouveau modèle? Je pense pas que c'est intéressant, mais c'est ça. Peut-être au niveau de l'énergie, sinon au niveau de l'applicatif, on devrait beaucoup plus pousser à ce niveau-là pour rendre des technologies utilisables et rentables parce que c'est là que je pense qu'il va y avoir de la valeur ajoutée de créer dans les prochaines années. Là. Une autre news que j'ai vue récemment, c'est Current AI. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est une fondation, enfin, c'est une initiative qui a été fondée lors du sommet de l'IA justement à Paris pour faire émerger une IA au service de l'intérêt général. Est-ce que tu penses que le Québec pourrait bénéficier d'une initiative similaire? Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer ou est-ce qu'on devrait aussi essayer d'établir un petit peu des partenaires en Europe pour promouvoir l'intelligence artificielle? J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ben, c'est sûr qu'à la base, c'était le rôle d'OpenAI là, de promouvoir l'IA pour tous. Là. Force est d'admettre qu'ils ont plutôt passé dans un mode capitaliste, qui est peut-être pas si surprenant. Ceci étant dit, je sais pas exactement ce que fait Current AI, puis si c'est concrètement à quoi ça ressemble, mais c'est clair que dans les prochaines années, la partie pour tous, elle va venir probablement des changements qui vont arriver dans l'économie. Concrètement, on s'entend que il y a des jobs qui vont tomber, puis qu'il y a des inégalités qui vont peut-être être créées. Fait à la fois que oui, les modèles peuvent être ouverts, machin, tout ça, c'est intéressant, ça peut que ça soit abordable, peu importe, mais il va falloir entraîner les gens à être capables de changer d'emploi rapidement parce que force est d'admettre qu'il va y avoir des gros changements, là, je pense, dans les prochaines années, puis que ça va être néfaste pour une
grande partie de la population, une grande partie des gens qui ont des cols blancs là, qui travaillent dans les domaines de l'information, il va y avoir du mouvement. Fait que, si on est capable d'aider ces gens-là à se retrouver d'autres emplois, je pense que c'est surtout ça que nous, on doit faire à l'interne. Puis après ça, comment on peut aider sur la scène mondiale, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on a quand même de la job à faire juste pour nettoyer notre propre chambre là, à la maison. Donc, peut-être commencer par ça, puis après ça, si on est capable d'être justement une société que les gens peuvent regarder et dire ah, regardez au Québec, ça a bien fonctionné ce changement-là déjà. Comme des fois, on regardait souvent, en tout cas moi j'ai étudié en économie, on regardait souvent les pays scandinaves comme les leaders en éducation, en égalité, tout ça. Ben, peut-être qu'on est capable de nous faire ça avec les passages à l'intelligence artificielle, puis être capable de redistribuer ces ressources-là, justement. Là. J'aimerais pivoter un petit peu et retourner vers ce que vous faites chez KebGPT. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus des bénéfices du chatbot Capture, comme tu en as parlé un petit peu, mais comment est-ce que ça apporte aux PME et en quoi il se différencie aussi des autres solutions qu'on peut voir sur le marché? Ouais, donc oui, ça fait plaisir de retourner un peu vers là. Grosso modo, les sites web, malheureusement, puis c'est pas juste sur le site web, là, je peux un peu plus pousser justement mon explication par rapport à Capture, mais tu sais, il y a un besoin, en fait, d'expliquer. Les gens ont des questions par rapport à ton entreprise. Nous, les entreprises avec qui ça fonctionne le mieux, c'est des produits un peu plus complexes à acheter que les gens n'achètent pas nécessairement souvent. Des voitures, des services financiers, des services légaux, des trucs que tu arrives sur le site web, oui, il y a de l'information. Probablement, je ne prends pas lire 40 pages d'information. Je peut-être parler à quelqu'un, mais la réalité, c'est que je magasine ça le soir, la fin de semaine, quand il n'y a probablement pas personne de disponible. Donc, nous, on est la couche entre le client sur le site web, sur les réseaux sociaux, on a aussi des intégrations téléphoniques, tout ça, et l'entreprise. Donc, on est capable, en dehors des heures de bureau ou n'importe quand, de répondre aux questions instantanément, de donner de la valeur, en fait, aux clients maintenant. Et une fois qu'on a donné de la valeur, on n'est pas juste un chat en FAQ, on l'a paramétré pour être un vendeur qui va, oui, aider au début, puis après ça, il va poser des questions pour essayer de ramener la personne vers une conversion, soit que ce soit une prise de rendez-vous, donner ses informations, tout ça pour que l'entreprise puisse le rappeler. Donc, capture, parce qu'il veut capturer ces leads-là. Et la réalité, c'est que 95% des visiteurs de sites web sont là pour aller chercher de l'information. Donc, si on a une IA sur notre site pour répondre à ces questions-là, ben, on est capable d'aller répondre à une partie de ces gens-là et de les transformer en clients. Donc, grosso modo, le site web ne peut pas avoir toutes les headlines, toutes les questions. Donc, avoir quelque chose de dynamique en 2025, je pense plus que c'est un nice to have. Là. En bon français, c'est rendu ça qu'il faut. Après ça, sur le côté comparatif avec la compétition, ben, je veux pas, il y a encore des vieilles technologies, là, des chatbots en arbre de décision qui apportent très peu de valeur parce que c'est complexité monstre à monter si tu veux bien le faire. Puis souvent, les gens l'ont mal monté, puis ça sert juste à rien. Il y a des live chats que... Même, tiens, si je ne vais pas attendre 5 minutes sur un site web pour que quelqu'un me réponde, là, on est en 2025 encore une fois. Finalement, ben, sur les autres chats, par LLM disponibles sur le marché, ben, à la fois, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on le paramètre pour qu'il fasse son travail comme il faut pour la capture de lead spécifiquement. Donc, on s'est monté une méthodologie pour à la fois optimiser le taux de conversion, optimiser les ouvertures, tout ça, tu sais. Au début, on a commencé, on en mettait sur des sites des clients. Des fois, ça convertissait, des fois, ça convertissait pas. On n'avait aucune idée pourquoi. Puis là, depuis, on a creusé ça. Fait on a une expertise, justement, à le faire fonctionner parce que ce qui est bon et pas bon pour nous, c'est faire la job à 80%, c'est hyper simple aujourd'hui. Tu sais, tu mets un prompt dans un chat, puis ça va répondre. Est-ce que ça va atteindre tes objectifs d'affaires? La majorité du temps, non. Parce que la façon que justement, tes instructions sont faites, des erreurs qu'on fait par rapport justement à la création de la base de connaissances. Donc, pour revenir un peu en arrière, notre technologie a 3 niveaux. C'est un agent classique avec des instructions, une base de connaissances puis des actions qu'il peut prendre.
Côté base de connaissances, une erreur que souvent des clients faisaient, c'était juste de OK, je vais mettre tout mon site, genre je veux tout qu'ils connaissent tout de toute ma business. Puis au final, un peu par hasard, en fait, il y a des clients qui mettaient moins d'informations, puis ça convertissait plus parce que souvent, quand le chatbot, il donne un peu de valeur, puis après ça, il sait pas l'autre réponse, fait qu'il dit ah ben je le sais pas, ben donne-moi ton nom, puis on va booker un meeting avec un vendeur. Et là, ça convertissait davantage. En tout cas, on a appris justement par expérience à paramétrer ces IA-là à convertir plus. Fait que je te dirais d'un point de vue AI, tu sais, oui, on a genre amélioré mettons, la façon qu'on crée nos prompts et tout ça, mais c'est plus tout ce qui était autour, genre le UX, le UI, la base de connaissances, tu es connecté à quoi, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, qui a été plus des apprentissages que je pense que tu peux juste un peu apprendre sur le terrain en faire plusieurs. Là. Fait que, même si aujourd'hui, c'est un peu comme un site web, là, tu pourrais, n'importe qui peut aller sur Wix, créer un site web. Est-ce que tu vas avoir un site web qui convertit en malade? Probablement pas si tu n'as pas une certaine structure puis une certaine expertise. J'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi la vision pour CapGPT? C'est quoi qui arrive dans le futur pour Capture ou juste l'entreprise en tant que telle? Ouais, fait que là, on s'est vraiment niché sur un seul produit justement qui est Capture. Je suis parti en fait d'une business qu'on faisait un peu tout à juste ça. Fait que ça a comme fait du bien de genre, être focus sur quelque chose parce qu'honnêtement, c'est challengeant là, de toujours devoir se réinventer de projet en projet. Et là, la vision en fait, c'est vraiment avoir un seul agent IA aux ventes qui peut communiquer dans tous les canaux. Fait que, grosso modo, on crée notre IA avec les clients et on peut les connecter sur les réseaux sociaux, SMS, téléphone, sur le site web, courriel. Donc, le client peut communiquer avec ce niveau d'IA-là entre, comme je disais, entre la business et le client. On veut se positionner là, puis on veut être, c'est ça, un peu comme un CRM qui va récolter toute la donnée, ben nous on veut être l'agent aux ventes qui répond aux questions, qui aide à convertir. Puis après ça, ben rester assez niché, tu sais, côté vente, pas partir dans tous les côtés non plus, mais d'être très très bon à faire ce vertical-là qui est aux ventes. On essaye des niches plus spécifiques côté aussi industrie. Là, on est en train de tester le monde de l'automobile. Ça fonctionne assez bien parce que le code d'utilisation est assez spécifique puis ça fonctionne bien avec ce qu'on fait. Donc, on évalue ça. Puis côté vision, ben peut-être, je sais pas, peut-être d'autres produits, mais tu sais, si on est capable d'être très très bon à aider les PME à faire ça, ça va déjà être quelque chose que je pourrais être fier de. Là. Est-ce que tu veux partager un petit peu des retours marquants que vous avez reçus de vos clients depuis le lancement de ta solution? Ouais, ben écoute, on a des clients qui vont chercher. Tu vois, au début, on a commencé en se disant que ça allait mieux fonctionner pour le B2B. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Je me disais, les gens veulent booker des meetings en B2B. Ah oui, c'est parce que moi, j'avais ce problème-là. En fait, ça a commencé que moi, je me disais, mon site web, il convertit pas assez. C'est trop compliqué. Fait qu'on en a mis un sur notre site à nous. Puis c'était utilisé parce qu'on est une business d'IA. Fait qu'à la base, c'est ça. On est parti là-dessus. Puis forcé d'admettre, un peu par hasard, on a commencé à avoir des clients B2C. Avec qui ça fonctionne mieux au niveau volume. Puis là, je suis encore en train de me contredire parce que ce qui arrive, c'est que dans le B2B, c'est que le retour sur investissement est peut-être plus élevé au final parce qu'un client, ça peut valoir 100, 200-300 000, peu importe, là, peut-être 50 000 en tout cas. C'est des gros montants. Dans le B2C, c'est des plus petits montants, 1000, 2000 qu'un client vaut, mais il y a plus de volume. Fait que, on a des clients qui vont chercher entre 50 et 60 nouveaux leads tous les mois grâce à Capture qui partent d'une conversation. Fait que, c'est pas non plus c'est pas cannibalisé par les formulaires parce que quand tu remplis un formulaire, t'as pas une question, tu veux booker un meeting. Quand tu parles d'une question, là, tu as vraiment créé de la valeur pour ces clients-là. Puis tu sais, 50-60 leads pour des business qui vendent entre 1000 et 2000 leurs produits, on parle de une cinquantaine de mille, entre 50 et 75 000 par mois de nouvelles opportunités. C'est
c'est assez élevé par rapport au prix que ça peut coûter. On a des beaux retours sur investissement. Fait qu'on a aussi compris, c'est ça, comme je te disais, euh, comment optimiser la conversion. Puis derrière, tu sais, honnêtement, il faut aussi que l'entreprise fasse son travail de marketing pour que les gens viennent à eux. Mais on a des sacrés beaux use cases avec... je pense qu'on va atteindre bientôt le 1 million d'opportunités créées là, pour nos clients. Donc, en un an, c'est assez intéressant. Merci beaucoup de m'avoir de t'être rejoint à moi, Charles. J'aimerais te laisser le plancher pour partager any last words. Ben écoute, merci à toi. C'était vraiment plaisant comme discussion. Puis ben, notre objectif, notre mission, c'est justement, comme on a discuté aujourd'hui, d'aider les PME du Québec et d'ailleurs à passer, en fait, à faire le passage à l'intelligence artificielle. On a choisi la capture de lead parce qu'on pense que le ROI est le plus clair. On commence avec ça, puis on continue. Fait que si jamais quelqu'un est à l'écoute, ça l'intéresse d'aller chercher plus de leads à partir de son site web, ben contactez-moi, Charles Lamontigny sur LinkedIn. Ça ferait plaisir de regarder ça avec vous. Merci beaucoup, Charles. Merci, là.